Bienvenue dans mon bureau pour ce nouveau tuto photo de A à Z. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient dans beaucoup de questions que je reçois. Quels sont les réglages que j'utilise en fonction des sujets que je traite? Après le générique, je vous dévoile quelques-uns de mes secrets et je vous embarque dans le monde de la photo naturaliste. Comme énoncé en introduction, je reviens avec vous sur certaines questions qui me sont posées et qui reviennent très régulièrement. Quels sont les réglages que j'utilise pour faire mes photos? Que ce soit en macro, en paysage ou en animalier. Comme je vous l'ai dit aussi en introduction, je vais donc vous dévoiler quelques-uns de mes secrets techniques pour mes photos. Nous allons décomposer cette vidéo en 3 thèmes. Le thème animalier, le thème paysage et le thème macro qui est un petit peu à part. Comme vous avez pu le constater dans mes photos, je traite aussi bien de paysage que d'animalier, que de macro. Et ma pratique photographique a une forte tendance à pratiquer la macro. J'adore les papillons, donc je fais beaucoup de macro de papillons à ce niveau-là. À présent, on va parler de choses génériques par rapport à ces 3 thèmes, des choses qui sont pour ma part essentiel de connaître, même si je les développe dans certaines de mes vidéos. Je vais faire cette vidéo exprès pour revenir d'un seul bloc sur toutes les choses qui sont importantes pour la prise de photos naturalistes. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'apparence, et vous pouvez voir que j'ai une apparence en tenue de camouflage. Oui, parce que la photo, que ce soit de la photo macro ou de la photo animalière, je suis systématiquement en photo de camouflage et j'ai 2 appareils photo, un monté pour de la macro et l'autre monté pour de la photo animalière. Je sors jamais sans mes 2 objectifs et mes 2 appareils photo, c'est très rare. En ce qui concerne la tenue, écoutez, j'en ai parlé dans des vidéos d'introduction à la photo animalière et la photo de billboard. Je vais pas trop revenir là-dessus, je vous invite à aller voir ici la vidéo en question. Je mets un petit lien et s'il n'apparaît pas, il sera en commentaire. Mais pour la tenue de camouflage, c'est essentiel. Effectivement, il faut se fondre dans le décor, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut passer le plus inaperçu possible, donc la tenue de camouflage est de rigueur. Alors vous allez me dire, où est-ce que je prends mes tenues de camouflage? Je me fournis en ce qui concerne mes tenues de camouflage sur un site internet qui s'appelle Made in Chasse. Et je prends la marque Sportif. Mais attention, c'est une marque qui est de très bonne qualité, qui est très résistante, mais par contre le prix s'en ressent effectivement parce que c'est des prix qui sont assez exorbitants. Sinon, pour débuter, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été chez Decathlon. Ils ont des tenues de chasse qui sont très bien, très confortables. D'ailleurs, le pantalon, comme vous pouvez le voir, c'est un pantalon qui sort de chez Decathlon. C'est le haut de gamme. Il est fourré avec de la polaire, donc pour l'hiver, c'est très bien. Il est potentiellement plus ou moins étanche. Surtout pour un temps comme aujourd'hui où hier il a bien plu, donc l'herbe est bien détrempée. Si je me mets à genoux ou accroupi, je n'aurai pas à souffrir de l'humidité ou de l'eau qui peut stagner sur la végétation. Je ne vais pas trop insister sur la tenue de camouflage, nous ne sommes pas trop là pour parler de ça, nous sommes plus là pour parler d'un côté technique de la photo naturaliste. En ce qui concerne les photos de paysage, je ne me mets que très rarement en tenue de camouflage, puisque là, l'intérêt, c'est les photos de paysage et il n'est d'aucune utilité de se trimballer en tenue de camouflage. Une bonne tenue civile, je dirais confortable et adéquate, sera amplement suffisante pour être à l'aise pour faire ces photos. À présent, revenons sur la partie technique de la photographie naturaliste. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais séparer en 3 thèmes les principes photographiques. Un thème macro, un thème animalier et un thème paysage. Dans les thèmes paysage et animalier, je vais faire 2 autres sous-thèmes. Vous comprendrez un petit peu pourquoi je fais 2 autres sous-thèmes tout à l'heure. Avant de parler technique photographique, parlons un petit peu matériel. Puisque en fonction du sujet que je vais traiter, comme vous l'avez vu, je suis à fond sur la connaissance de mon sujet. Mais au-delà de ça, lorsque je vais être incliné sur telle activité ou telle activité, je ne vais pas avoir forcément les mêmes objectifs sur mon appareil photo. En ce qui concerne les photos de paysage, je vais être équipé du Sigma 14-24 DGDN f2.8 ou alors du Sony 24 mm f1.4 GM ou alors du 70-200 pour faire des paysages un peu plus serrés. En ce qui concerne la photo animalière, je vais être un peu plus serré, donc je vais utiliser ou
le 200-600 de Sony, ou le 100-400 Sigma, ou le 70-200 de Sony. À présent, par rapport au matériel en macro, là je vais être un petit peu plus restrictif. Je vais ou être équipé du Sigma 180 macro f2.8, ou alors je vais être beaucoup plus large, dans le sens où je vais prendre ou le 70-200 ou le 100-400 pour faire de la photo de proxy. Je reviendrai un petit peu sur la nuance tout à l'heure entre la proxy et la macro pour bien que vous compreniez certains réglages. À présent, commençons un petit peu à étudier les exifs ou les réglages techniques que je mets sur mon appareil photo afin de faire mes prises de vue, et nous allons commencer par les paysages. Comme je vous l'ai dit, on va découper donc les paysages en deux sous-thèmes. Les paysages diurnes et les paysages nocturnes. Puisque là, ce sont deux pratiques photographiques qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Pour les paysages diurnes, on va être un petit peu plus à des vitesses normales ou conventionnelles. Et pour les paysages nocturnes, on va être à des vitesses type pose longue. Je vais y revenir dans quelques instants. Nous allons commencer par les ISO. Puisque les ISO, vous savez, par définition, si vous n'avez pas bien compris l'importance des ISO et leurs tenants et aboutissants, je vous invite à aller visionner ici, si j'arrive à mettre le lien, la vidéo traitant sur le triangle d'exposition. Et là, je vous explique un petit peu les avantages et inconvénients des ISO. Mais pour les ISO, donc en paysage diurne, donc de jour si vous préférez, je vais être à des ISO entre 100 et 200 ISO, sans jamais vraiment dépasser 200 ISO parce que je ne veux pas bruiter mon image plus que nécessaire. Donc je reste vraiment à des valeurs entre 100 et 200 et de préférence je vais me caler à vraiment 100 ISO et très rarement à 200. Pour les paysages nocturnes, là c'est différent puisque on va monter les ISO au moins à 6400 ISO. Alors vous allez me dire, ouais mais 6400 ISO, ça fait du bruit, c'est affreux tout. D'accord, mais comme je vous l'ai dit, la pratique de la photo nocturne, c'est tout à fait différent. C'est une pratique qui est vraiment à part, puisque là, en fait, on va faire des photos à 6400 ISO, mais on va en faire une petite dizaine que l'on va compiler les unes dans les autres pour en avoir qu'une seule. Donc, la compilation de toutes ces photos va faire que l'on va potentiellement supprimer une grande partie du bruit. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de monter à 6400 ISO dans les paysages nocturnes, parce que là, on va faire du stacking. Donc on va compiler les photos, encore une fois, et on va avoir sur 10 photos, nous n'allons en avoir plus qu'une seule. En ce qui concerne l'ouverture, en diurne, je vais être entre f8 et f11 pour avoir un maximum de profondeur de champ. Et je vais venir potentiellement caler ma mise au point sur un point plus ou moins proche de mon objectif, afin d'avoir une maximisation de ma profondeur de champ sur toute ma plage de la photo. Pour les paysages nocturnes, là, c'est totalement différent, puisqu'encore une fois, on va aller chercher de la lumière. Donc, pour aller chercher de la lumière, il faut ouvrir. Donc là, je vais tomber, alors, pas à des extrêmes. Si mon objectif ouvre à un 8 ou à un 4, je vais pas tomber à un 8 ou à un 4, parce que là, je sais que mon objectif va m'apporter quelques aberrations au niveau de l'optique. Donc, je vais plutôt ouvrir à un IL au-dessus. Donc, c'est-à-dire que un 8 à un 4, je vais tomber à, en fait, grosso modo, à f2.8. Si mon objectif ouvre à f2.8, je vais monter potentiellement à f4. Encore une fois, pour éviter tous les phénomènes optiques pour dénaturer ma photo. En ce qui concerne la vitesse, eh bien la vitesse, là, tout va dépendre un petit peu des deux paramètres précédents, donc les ISO et l'ouverture. En règle générale, pour la vitesse, je ne tombe jamais en dessous de l'inverse de ma focale. Je vous rappelle que pour éviter tout flou de bouger, il faut vraiment éviter de tomber à l'inverse de la focale. C'est-à-dire que si vous avez un objectif qui a une focale de 14 mm, il faut que vous soyez supérieur à 1/14e. Donc, grosso modo, les vitesses étant normalisées sur nos boîtiers, vous allez tomber à 1/20e, afin d'éviter le flou de bouger. Ensuite, par rapport au flou de bouger, la pratique photo paysagère nécessite obligatoirement, je dirais, entre guillemets, tout dépend du budget que vous avez et de votre avancée dans la photo. Mais si vous avez un trépied ou si vous projetez d'acheter un trépied, je vous conseille vivement de vous pencher sur le sujet parce que en photo de paysage, le trépied, je dirais, n'est pas obligatoire, mais presque. Cela apporte vraiment une sérénité à la prise de vue. En ce qui concerne l'utilisation du trépied et de l'objectif que vous avez, attention, n'oubliez surtout pas d'annuler la stabilisation optique de votre objectif, au risque de cramer le stabilisateur optique de votre objectif.
revenons à la vitesse à laquelle je fais mes paysages. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse de la focale minimum. Sachant que plus ou moins de lumière va faire que la vitesse sera plus ou moins importante. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ISO et l'ouverture sont prédominantes dans la prise de vue de paysage. La vitesse, elle, ne vient que finaliser l'apport de lumière au capteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la photo nocturne, elle, c'est vraiment tout à fait l'opposé, puisque il va falloir vraiment apporter de la lumière au capteur afin de prendre notre photo. Donc pour ceci, on a monté les ISO à 6400 ISO environ. On a mis une ouverture de f4. Donc là, il va falloir vraiment aller chercher un temps de pause assez important pour pouvoir faire en sorte que le capteur ait assez de lumière pour prendre la photo. Personnellement, avec les optiques que je me sers pour faire mes photos de nuit, je sais que à partir de 10 jusqu'à 15 secondes, je suis dans des temps de pause optimales pour la prise de vue de nuit. Attention, faites des essais de votre côté pour les photos de nuit, parce que ce qu'il faut éviter à tout prix, sauf si vous cherchez à faire des circumpolaires, mais là c'est un autre sujet, il faut éviter à tout prix d'avoir ce petit filet d'étoiles qui vient saboter la mise au point de votre photo. Parce que là, effectivement, c'est assez compliqué. Si vous déplacez le temps pour lequel votre objectif est optimal pour la prise de vue de nuit, vous allez avoir ce petit mouvement d'étoile qui va venir faire des filets, ce qu'on appelle des filets d'étoiles, et potentiellement faire croire que votre photo n'est pas nette. En parlant de netteté justement, que ce soit en photo de paysage ou en photo diurne, il faut faire la mise au point manuelle. Alors, il ne faut pas être plus bête que la moyenne. On a des objectifs qui ont potentiellement la mise au point automatique. Donc personnellement, je choisis le point où je veux faire ma mise au point. Je viens faire la mise au point avec mon autofocus sur ce point. Et une fois que ce point est mis au point, je désactive mon autofocus. Voilà, ça c'était la petite astuce à connaître. Il faut se servir des automatismes sans pour autant en devenir gaga. Mise au point automatique, je fais la mise au point sur le sujet qui m'intéresse. Je verrouille ma mise au point. Une fois que ma mise au point est faite, je désactive la mise au point. Je passe en mise au point manuelle pour être sûr de ne pas avoir un décalement de mise au point pour le reste de mes photos. Alors attention, vous êtes passé en mise au point manuelle. Donc là, l'appareil photo ne va plus bouger à la mise au point, mais un mouvement de votre part et la mise au point sera décalée. Et votre photo sera potentiellement floue. Donc faites attention à cela. Dès que vous passez en manuel, assurez-vous que la bague de mise au point de votre objectif ne sera pas bougée. Pour les photos diurnes, c'est un petit peu compliqué. Dès l'instant où il y a des étoiles dans le champ de vision, là, il faut vraiment faire la mise au point manuelle de A à Z. C'est-à-dire que vous débrayez l'autofocus de votre objectif et vous faites votre mise au point avec le live view au dos de votre appareil photo, sans pour autant aller chercher la mise au point à l'infini, parce que là, de toute manière, ce ne sera pas net. Mais vous faites votre mise au point manuelle avec le live view en grossissant un secteur du ciel où il y a beaucoup d'étoiles et vous cherchez le point de netteté le plus optimal par rapport aux étoiles. Vous allez y passer un certain temps, mais vous avez l'assurance avec cette méthode que la mise au point sera potentiellement parfaite. Voilà pour mes trucs et astuces au niveau de la photographie de paysage. Il y a encore 2-3 petites choses à voir, mais nous verrons tout cela dans un thème plus général tout à l'heure. En ce qui concerne la photo animalière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai séparé la photo animalière en deux thèmes, les oiseaux et les autres animaux. Commençons les réglages par les ISO. Les ISO, comme tout à l'heure, en photographie paysagère, de toute manière, ça va apporter du bruit à votre photo. Donc il faut limiter l'apport des ISO. Seulement, on va avoir besoin de vitesse. Et nous serons limités dans les ouvertures, comme nous le verrons tout à l'heure. Concernant les ISO, donc, deux thèmes, les oiseaux, les autres animaux, et j'ai encore fait deux autres sous-thèmes, les oiseaux en vol ou les oiseaux statiques, les animaux statiques ou les animaux en action. En règle générale, mes ISO, lorsque je suis en photographie animalière, sont sur la position automatique. Je ne veux pas perdre de temps à gérer mes ISO. Et je sais que mes appareils photo fonctionnent très bien à des ISO plus ou moins élevés. Mais je vous invite à aller visionner la vidéo sur la gestion des ISO et la capacité de votre appareil photo à monter en ISO. Et la méthodologie pour découvrir comment faire pour connaître son appareil photo à ce niveau-là. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui va bien. Je vais essayer encore une fois de vous mettre le lien pour y accéder. Donc, les oiseaux. Les ISO auto, sauf lorsque l'oiseau va être en statique et que je vais penser avoir le temps de bien gérer ma capture d'image.
Si je sens que l'oiseau est serein, qu'il est posé tranquille, je vais basculer mes ISO en manuel et je vais aller chercher une plage d'ISO qui sera suffisante pour 1. Ne pas avoir trop de bruit et 2. Avoir assez de lumière par rapport à la vitesse dont nous allons parler tout à l'heure. Si l'oiseau est en vol, bien là, encore une fois, je laisse mes ISO en automatique et je shoot comme ça. Pour les animaux, c'est pareil. S'ils sont en action, les ISO auto, s'ils sont statiques et que je sens que l'animal est potentiellement serein, que j'ai le temps de régler mes ISO tranquillement, je vais basculer mes ISO, etc. Et je vais chercher la même méthodologie, de manière à avoir le moins d'ISO possible pour avoir un bon compromis sur mon triangle d'exposition. En ce qui concerne l'ouverture, c'est pareil, je ne me pose pas trop de questions. Je me place selon mon objectif et les performances de mon objectif à 1 IL de plus que l'ouverture, afin d'éviter, comme en photographie de paysage, les petites aberrations au niveau de l'optique. Et grosso modo, une cote mal taillée, on se met à f8 et là on sait que l'objectif à f8 a des performances plus ou moins optimales, mais on est tranquille. Que ce soit pour les oiseaux en vol ou statique et pour les animaux en action ou statique. F8, vous êtes tranquille. Vous avez une bonne profondeur de champ, donc une belle gestion de l'arrière-plan et vous êtes serein dans la qualité optique de votre appareil photo. À présent, en photo animalière, là où les choses se compliquent, c'est au niveau de la vitesse. Comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, notamment celle du martin pêcheur ou celle du guêpier, je parle de vitesse assez importante. Effectivement, lorsque j'ai des oiseaux qui sont en vol ou des animaux comme le chevreuil qui se mettent au galop, là il va falloir monter la vitesse de manière drastique. En ce qui concerne les oiseaux en vol, je vais être grosso modo à 1/1600e, voire même 1/2 millième de seconde. Parce que je veux vraiment avoir ce figeage dans l'action du mouvement des ailes. À 1/1600e, on a potentiellement, selon les oiseaux, peut-être le bout des pointes des ailes qui sont encore un tout petit peu flous. Mais à 1/2 millième, là c'est sûr, vous êtes tranquille. On a vraiment l'action figée dans toute sa sérénité. Par rapport aux animaux qui seront en mouvement, là je vais être aux alentours de 1 millième. Effectivement, c'est pas la peine de monter à des vitesses trop importantes, autant rester à des vitesses basses pour avoir le maximum de lumière potentielle pour prendre votre photo. Et aux alentours de 1 millième de seconde, vous êtes bien entre l'action et l'apport de lumière. Par contre, encore une fois, si mon oiseau ou mon animal est statique, serein, et que je sens que j'ai le temps de faire une belle prise de vue de manière portrait, eh bien là, je vais descendre ma vitesse. Attention, bien penser là pour le coup à activer le stabilisateur optique de votre appareil photo, parce que c'est un avantage. Selon les modèles d'optique, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 1 IL en stabilisation, donc descendre en vitesse et apporter plus de lumière. C'est pas négligeable. Concrètement, en statique, je vais être à des vitesses aux alentours de 1/750e, que ce soit pour des oiseaux ou que ce soit pour des animaux. 1/750e, je vous rappelle que c'est pas innocent si je vous donne cette valeur, c'est l'inverse de la focale. Je suis au 600 mm, donc je sais que ma focale est de 600 mm, que mon flou de bouger va commencer à partir de 1/600e. Seulement 1/600e, cela n'existe pas dans les valeurs normalisées de l'appareil photo, donc je me place à 1/750e, ou comme je vous l'ai dit, je sais que mon stabilisateur est de très bonne facture, qu'il va me permettre de descendre bien ma vitesse et que mon image sera fixe. Donc je vais taper sur 1/500e. 1/750e si je veux être serein, 1/500e si je veux être bien au niveau de la lumière. Alors pourquoi je vous parle de stabilisateur optique de votre objectif? Parce que tout simplement, pour ma part, je pratique la photo animalière uniquement à main levée. Je ne me sers jamais de trépied pour faire mes photos animalières. Je trouve que d'un point de vue confort et réactivité, je suis à 100% de mes capacités en photo à main levée plutôt qu'avec un trépied. C'est le résultat de l'expérience de ma pratique photo animalière. À votre niveau, je vous laisse faire votre expérience à ce niveau-là, mais personnellement, moi je trouve plus mon compte à être à main levée plutôt qu'à être avec un trépied. Je prends le risque de monter en vitesse pour avoir cette sensation de sérénité avec le flou de bouger, et même si cela me fait monter un peu mes ISO, encore une fois je sais que mon appareil photo va pas trop mal se comporter à fort ISO, je peux me le permettre. Encore une fois, faites des tests au niveau de vos appareils photo pour savoir jusqu'à quel ISO vous pouvez monter sans dégradation de votre image. Vous avez la méthodologie sur la chaîne pour les tests aussi bien en plage dynamique
que au niveau de la capacité à monter en ISO, je vous invite à aller la voir encore une fois. J'attire votre attention sur un petit bémol. Toutes les vitesses dont je vous ai parlé à présent, ce sont des vitesses dédiées pour ce que l'on appelle des capteurs full frame ou plein format. Si vous avez un capteur type APS-C, il va falloir multiplier ces vitesses par un coefficient multiplicateur qui est lié à votre capteur. Donc, ce coefficient multiplicateur, pour faire une cote mal taillée, on va dire que selon toutes les marques, pour uniformiser le truc, encore une fois, il va être de 1,5. À titre d'exemple, je suis à 1 millième de seconde. Je veux faire une photo, j'ai un APS-C. Champix, il m'a dit, ouais, pour faire des photos d'oiseaux, en statique, il faut être à 1 millième, comme ça on est serein. Ok, je fais ma photo. Ah, zut, elle est un peu floue. Bien sûr, parce que vous êtes en APS-C, certainement, et que là, vous n'avez pas appliqué le coefficient multiplicateur. Donc, 1 millième de seconde, APS-C, 1 1500e de seconde. Attention aux utilisateurs d'appareils photo type APS-C, prenez bien ce phénomène en compte, sinon vous aurez des photos floues et vous ne comprendrez pas pourquoi. Le coefficient multiplicateur ne s'applique qu'à la vitesse, et uniquement à la vitesse. Il n'a aucune influence sur l'ouverture ou sur les ISO. Parlons à présent, si vous voulez bien, de la photo macro ou proxy. Alors, vous avez certainement entendu parler de ces deux thèmes, macro, proxy. Vous avez vu des photos où vous ne voyez pas très bien la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et Champix, il appelle ces photos, celle-là, ça va être de la macro, ou celle-là, ça va être de la proxy. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, sachez que, en fait, la macro, c'est tout simplement un rapport de reproduction. On dit que l'on est en photo dite macro lorsque l'on a un taux de reproduction de 1 pour 1. C'est-à-dire que mon sujet fait 1 cm, eh bien il va prendre 1 cm sur mon capteur. Alors attention, les appellations des objectifs macro, c'est en fait qu'ils sont capables de vous faire ce taux de reproduction. Mais si vous regardez sur la bague de netteté, ce taux de reproduction de 1 pour 1, il va être à une certaine position de la bague de netteté. Ce ne sera pas sur toute la bague de netteté. Ce qui veut dire que pour avoir ce taux de reproduction, en fonction de la position de la bague de netteté, il va vous falloir vous rapprocher de votre sujet à une certaine valeur, et cette valeur vous donnera le taux de reproduction de 1 pour 1. Soit 1 cm sur le terrain, 1 cm sur le capteur. On est dans la macro, taux de reproduction 1 pour 1. Alors, attention, il y a des objectifs, notamment chez Canon, le MPE65 pour le citer. Lui, on va commencer à toucher l'hyper macro, parce qu'il va tomber à des taux de reproduction de 5 pour 1. C'est-à-dire que pour 1 cm sur le terrain, on va avoir 5 cm sur le capteur. Là, on est donc dans l'hyper macro potentiellement. Presque dans le monde des microscopes. Après la proxy, elle va avoir des taux donc forcément inférieurs à 1 pour 1. Et là, on va tomber sur du 1 pour 2. Ceci dit, 2 cm sur le terrain, donc 1 cm sur les capteurs. Oui, parce que là, vous allez être avec des objectifs qui ne seront pas dits macro, donc potentiellement avec ou un 70-200, ou un 28-70, ou un 100-400, voire même un 200-600 ou un 150-600. Et là, vous allez faire des photos à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de votre sujet. Et par exemple, si vous photographiez comme moi un papillon, eh bien là, vous allez avoir des taux de reproduction qui ne seront plus de 1 pour 1, qui seront des taux de reproduction inférieurs. Puisque vous aurez l'ensemble de la scène naturelle avec votre sujet sur votre photo. Voilà, si vous voulez, la différence entre proxy et macro. C'est une différence, je vous rassure, qui est toute somme relative, mais qui a son importance. Donc pour en revenir maintenant à mes réglages en macro. Eh bien écoutez, mes réglages en macro, je limite mes ISO à 100 ISO, quel que soit mon sujet. Le souci, c'est que lorsque je vais avoir un temps plus ou moins couvert, je vais avoir besoin de monter en ISO, donc je vais monter à des valeurs peut-être de 400 ISO, voire de 800 ISO. Mais en aucun cas, je ne dépasserai 800 ISO pour de la macro. Je vais rester dans le maximum à 400 ISO. Si vraiment j'ai un sujet qui me tient à cœur et que je suis obligé de monter à 800 ISO, je vais monter à 800 ISO, mais ce sera à contre-cœur, malgré que le sujet me tienne à cœur. Et là, j'ai à cœur de faire des rimes avec vous.
Bref, trêve de plaisanterie. Donc les ISO, que ce soit en proxy ou en macro, je vous dis, 100 ISO, c'est la cote ferme. 200, 400, 800 ISO, ça c'est vraiment les cotes qui sont vraiment dans des situations extrêmes et pour lesquelles je ne veux pas louper le sujet. 100, 200 ISO, c'est vraiment l'enveloppe dans laquelle je vais travailler. Au-delà, je vais me forcer la main, mais c'est pas mes valeurs de prédilection. 100, 200, avec une préférence pour 100 ISO. Ensuite pour l'ouverture, et là en macro, faites-moi confiance que l'ouverture a toute son importance. Et j'attire votre attention sur le fait que l'ouverture que vous allez choisir va influencer la profondeur de champ. Si vous n'avez pas compris la relation entre ouverture et profondeur de champ, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur le triangle d'exposition où, dans la section ouverture, j'explique un petit peu cette notion de profondeur de champ. La profondeur de champ en macro va donc être déterminante. Et je travaille à des ouvertures de f4, f5.6, f6.3 et f8, mais vraiment en dernier extrême. En général, à 75% du temps, je travaille à f4. Cela va m'arriver de tomber à des valeurs inférieures à f4, notamment à f2.8, mais c'est lorsque je voudrais vraiment isoler mon sujet par rapport à l'arrière-plan et que je voudrais vraiment flouter mon arrière-plan et avoir un bokeh vraiment uniforme. Et là, f2.8 va me permettre d'obtenir cette solution. Mais si je veux avoir un petit côté artistique dans l'arrière-plan et notamment dans mon bokeh, je vais tourner, je vous dis, aux alentours de f4, f5.6. Cela va me permettre de flouter mon arrière-plan, mais d'avoir une petite composition artistique en arrière-plan qui sera agréable au regard, sans dénaturer la présence importante de mon sujet. Et cela va contribuer à le mettre en valeur. À présent, le dernier point, c'est la vitesse, évidemment. Donc la vitesse, je vais travailler, donc je suis, comme je vous l'ai dit en macro, en général avec le 180 macro de Sigma f2.8 et je vais travailler à des valeurs de 1/2 centième de seconde. Donc mes exifs en macro ne sont pas compliqués, 100 ISO, 1/2 centième de seconde et j'adapte l'ouverture en fonction du bokeh que je veux d'arrière-plan. La macro, c'est ce qui est de plus simple, on va dire, à composer au niveau des exifs, mais c'est assez contraignant et compliqué parce qu'il faut ne pas perdre de vue l'arrière-plan et le bokeh qui va mettre en valeur toute votre photo. Alors vous allez me dire, en macro, on a bien souvent affaire à un petit peu de brise ou du vent. Effectivement, c'est un phénomène à ne pas négliger, parce que la moindre petite vibration de votre sujet va faire une photo floue à l'image d'un flux de bouger. Donc là, dans ce cadre-là, si j'ai un petit peu de vent ou un petit peu de brise, je vais monter ma vitesse à 200, à 400, à 5 centièmes de seconde, mais je ne dépasserai jamais un 5 centième de seconde. Parce que si je monte au-delà de un 5 centième de seconde, c'est-à-dire que le vent est assez suffisant pour me faire monter mes vitesses au-delà de 1 500e. Et là, je prends un risque par rapport à ma photo, donc je laisse tomber. Donc voilà, je vous dis par rapport à la macro, si on fait un petit résumé de mes réglages, 100 ISO, f4, 1/2 centième de seconde. Et je règle ma vitesse et mon ouverture en fonction des conditions climatiques qui m'entourent ou en fonction du bokeh que je veux réaliser. Autre point en macro à prendre en compte, tout comme en paysage, je déconnecte ma stabilisation optique. Parce que je ne veux pas influencer ma mise au point avec les faibles mouvements de stabilisation de mon objectif. Et là, c'est très pénible d'avoir à compenser la stabilisation de son objectif en essayant de faire la mise au point. Donc systématiquement, je déconnecte ma stabilisation. Voilà en ce qui concerne les 3 thèmes photographiques que j'utilise et les 3 réglages que j'utilise dans ces thèmes photographiques. À présent, ces 3 thèmes vont avoir des points communs, notamment par rapport à la température de couleur. Donc la température de couleur, en général, je tourne entre 4750 Kelvin et 5300 Kelvin. Je vous invite à aller visionner la vidéo sur la température de couleur, toujours disponible sur la chaîne. Sauf que en photographie nocturne, je vais tomber ma température de couleur à 2800 Kelvin environ, pour compenser un petit peu les phénomènes de pollution lumineuse. En macro, je vais être aux alentours de 4750 Kelvin. Et en paysage, je vais être aux alentours de 5300 Kelvin pour mes couchers ou mes levées de soleil. Alors, bien entendu, on travaille en RAW, donc ces températures de couleur peuvent être modifiées au post-traitement sous Lightroom, mais ce qui est fait sur le terrain n'est plus à faire à la maison et c'est un gain de temps de traitement à la maison. Pour
le calcul de lumière et d'exposition en paysage, je me sers de la mesure évaluative ou chez Sony de la mesure multizone. Que ce soit en photographie animalière ou en macro, je suis en mesure spot liée à mon collimateur autofocus, puisque ce que je veux, c'est la netteté sur l'œil de mon sujet et le calcul de lumière sur l'œil de mon sujet. Tout ce qui concerne mon sujet est important et tout ce qui ne concerne pas mon sujet est secondaire, donc la lumière ne m'intéresse pas ou très peu. Donc le sujet est vraiment primordial et je fais la mesure de lumière sur l'œil de mon sujet en mesure spot liée au collimateur autofocus. La petite astuce supplémentaire de Champix, c'est cadeau, je vous l'offre. Pour mes photos de paysage, comme vous avez pu le constater, je sous-expose légèrement mes photos à -0,5, -1 IL grand maximum pour avoir ce phénomène de saturation des couleurs. Et là, je vous invite à aller voir deux vidéos. La vidéo traitant justement du triangle d'exposition vu depuis le capteur et la vidéo que j'ai fait sur comment exposer à droite. Et en photographie de macro, eh bien, je vais surexposer un petit peu mes photos entre 0,5 et plus 1 IL, car cette fois, ce n'est plus les couleurs que je veux faire monter, mais c'est vraiment le détail. Et en exposant à droite, j'ai vraiment un gain de détail. Et là, je vous invite encore une fois à aller visionner la vidéo du triangle d'exposition vu depuis le capteur et de la vidéo sur comment exposer à droite. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions par rapport aux réglages que j'utilise et les réglages que vous allez pouvoir utiliser dès à présent sur vos appareils photo lors de vos sorties animalières, paysages, macro, etc. N'hésitez pas à me poser toute question qui vous viendrait à l'esprit. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. À présent, je vous dis à bientôt et au plaisir de faire des photos avec vous.